Les organismes de formation sont contrôlés, nous on est contrôlés, enfin les contrôles c'est normal, on va de plus en plus loin et c'est de plus en plus lourd pour tous les acteurs du maillon. Bonjour Jimmy. Salut Tanguy. Nouvelle thématique qui concerne les contrôles au sein de la formation professionnelle. C'est un gros sujet. Voilà, gros sujet. Les contrôles, on se rend compte qu'il y en a une multitude et que leur finalité, elle n'est pas toujours comprise. On se rend compte que ces contrôles, depuis quelques années, ils se sont intensifiés avec une exigence accrue, que ce soit de qualité et de transparence. Qu'on soit en fait certifié Calliope ou pas, on peut quand même être concerné par d'autres types de contrôles. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a Calliope que ça y est, on est exempt de tout contrôle et que, par exemple, les financeurs eux-mêmes peuvent mener leur propre contrôle. Et l'idée, en fait, de cette vidéo, c'est de pouvoir aborder donc les différents contrôles et que tu puisses nous présenter le rôle de chacun, de chaque entité, de chaque organisme qui va venir mettre en place ces contrôles. Voilà, donc on t'écoute. Déjà, tu l'as très bien introduit, c'est que tu as dit ici que c'est pas parce qu'on est Calliope que ça y est, on est tranquille, qu'on peut exercer sans pression. Et souvent, c'est des fois, c'est un peu ce qu'on croit, hein, c'est une méprise. Voilà. Mais Je pense que c'est déjà la première information importante de cet échange, c'est de se dire, attention, ok, Calliope n'est qu'un maillon du système. C'est une barrière à l'entrée, c'est un prérequis pour obtenir après les financements de la formation pro, mais ça n'exempte pas de tout contrôle, que ce soit de l'État, au travers de ces DRETS. On va en profiter ici aussi pour définir qu'est-ce qu'une DRETS, à quoi ça sert. On va parler du SRC, du service régional de contrôle, et on va aussi parler de tous les organes qui peuvent aussi graviter dans le monde de la formation pro, que ce soit les financeurs, et autres. Déjà, moi, je voudrais revenir quand même sur Calliope. Parce que Calliope, ça, c'est une critique qui est quand même assez d'actualité, qui est très présente. Je vais revenir juste sur le Conseil des ministres de fin avril 2025, pendant lequel, quand même, des mots assez durs ont été prononcés par rapport à la certification Calliope. Il y a quand même un terme, moi, qui m'a un peu pas choqué, mais c'est Calliope, ça va pas, il faut réformer Calliope, c'est pas bien. Ça doit être remis à plat. Voilà, il y a une remise à plat de Calliope. Alors, c'est quand même un peu fort de café. On vient quand même trouver un coupable tout bien nommé, alors qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'argent qui sont dépensés de partout dans le cadre des contrôles de la formation professionnelle. Et aussi, l'idée dans cette vidéo, c'est de remettre à plat tout ce qui existe, et de montrer en fait tout ce qui existe. Et peut-être que la remise à plat, c'est pas tant Calliope, mais c'est aussi la remise à plat du système de contrôle de la formation professionnelle en France. Voilà, qui coûte aussi beaucoup d'argent. Pour introduire, ce qui serait aussi intéressant, c'est de bien comprendre que la certification Calliope aujourd'hui, le process de certification a été conçu comme une certification qualité. Okay, on évalue un processus qualité. Okay, sauf que quand tu lis le guide de lecture, quand tu lis les différents indicateurs qualité, quand tu prends par exemple l'indicateur 14 sur les CFA, on vient t'introduire dans... On fait plus de la qualité, là. Et ouais, en fait, on vient t'introduire dans un référentiel qualité des vérifications d'exigence du code du travail. Typiquement, un auditeur qualité, il va aller auditer comment, un CFA par exemple, comment il respecte les 14 points clés des CFA dans le code du travail. Donc, si tu veux, c'est un petit peu facile de dire que Calliope n'a pas joué son rôle et qu'il faut remettre à plat Calliope, parce que déjà, Calliope, malheureusement, c'est un mélange des genres. C'est que c'est à la fois de la qualité, tu vas aussi à la fois auditer du code du travail, donc du réglementaire. Et donc, le pauvre auditeur, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Les contrôles, déjà, parlons-en. Les contrôles, déjà, de base, très clairement, c'est nécessaire. C'est comme dans tout. Tu as des contrôles dans le bâtimentaire. Et c'est normal, en fait. Dans l'industrie, il y a des contrôles... voilà, en fait, l'État met de l'argent, donc l'État contrôle si cet argent est bien utilisé. S'il y a bien une légitimité, bien sûr, vis-à-vis de l'argent public, c'est que l'usage de cet argent, il y a une surveillance, il y a un suivi derrière, pour s'assurer que la destination initiale soit bien la finale, quoi, soit bien la bonne. Après, tu as contrôle et contrôle. C'est que quand tu fais un contrôle d'un organisme de formation, il y a différents types. Tu as le contrôle qualité. Alors, quand on dit contrôle qualité, moi, j'aime pas trop ce terme-là, c'est plutôt l'audit qualité. Donc, c'est au sens de la certification Calliope, où là, tu vérifies qu'il y a un process qualité. Aujourd'hui, on parle d'auditeur, on parle pas de contrôleur Calliope. Exactement. Déjà d'une. Voilà. Donc, c'est bien à distinguer avec tous les autres dispositifs qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a deux autres contrôles qui peuvent se faire. Tu as le contrôle réglementaire, où là, alors ça peut être l'État qui vient au sein d'un organisme de formation et qui vient dire, moi, j'ai besoin de voir si les CGV ou le règlement intérieur, il est conforme par rapport à ce qui est indiqué dans le code du travail ici ou là. J'ai besoin de voir que les bilans de compétences, ils respectent bien l'article X du code du travail. Voilà. Et après, tu as aussi un autre contrôle
qui est celui-là, je pense, beaucoup plus courant, c'est le contrôle de services faits. Et ça, typiquement, pour les organismes qui ont l'habitude de travailler avec France Travail ou avec certains OPCO, le contrôle de services faits, ça peut être assez fréquent dans la vie d'un OF. Tu vois, si tu es un OF et que tu as 5 à 10 ans d'expérience, d'ancienneté, tu as pu vivre ici ou là peut-être 2 à 3 contrôles de services faits. Tu as plusieurs grades, plusieurs paliers. Ça peut être un contrôle de services faits par mail, où tu dois envoyer des docs avec... voilà, en fait, tu dois prouver la matérialité d'une formation avec des feuilles d'émargement, avec des attestations de fin de formation et autres. Et puis, tu as des contrôles de services faits un petit peu plus poussés, où là, c'est finalement un peu sur le même format qu'un audit Calliope, où tu as un évaluateur, un contrôleur, tu peux appeler ça ce que tu veux, qui vient avec une grille, avec un certain nombre de points en fonction de ce qu'il doit évaluer. Et après, il faut s'y conformer. En fait, si tu veux, tu as 3 grandes familles de contrôle. Okay, la première partie, c'est le contrôle de l'État. Okay, donc, ce que tu disais tout à l'heure, l'État, il finance, il est garant, il peut venir ici ou là contrôler. Alors, il a plusieurs façons de le faire. Le plus souvent, le premier niveau de contrôle, il va se faire par les DRETS. Alors, les DRETS, c'est quoi? Moi, je vais vous inviter à consulter. Là, on a fait un article assez sympa sur le site de Certifopac où on explique justement les contrôles de l'État au travers de ces services régionaux de contrôle, donc ce qu'on appelle les SRC. Et en fait, les SRC, ça parle aux OF, puisque c'est par l'intermédiaire de ces services que l'on déclare son NDA et que l'on déclare ensuite son bilan pédagogique et financier. Le fameux BPF. Voilà. Donc en fait, ce sont ces services régionaux qui, déjà chaque année, vont au fil de l'eau, vont étudier les demandes de NDA, vont transmettre les NDA aux nouveaux entrants et vont aussi étudier tous les bilans pédagogiques et financiers et vont dire tiens, lui, il a mis son BPF à 0, je le sors. Ok, lui, ok, voilà, par rapport à ce qu'il m'a déclaré, c'est bon. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui peuvent alimenter un contrôle. C'est comme quand par exemple, quand on est une boîte et puis on passe de 30 000 euros de chiffre d'affaires à 3 millions en un an, là, vous êtes sûr de vous prendre un contrôle fiscal. Et c'est un peu pareil avec le BPF. Si vous passez de 30 000 euros à 2 millions d'euros en un an, il y a de grandes chances que ça fasse tilt dans les tableaux de bord de la SRC, dans les DRETS, et qu'ils se disent « Ah tiens, attends, là, celui-là, on va aller voir ce qu'il fait, parce que il a chopé un bon filon dans l'information, donc on va aller voir si derrière, qu'est-ce qui se cache, parce que peut-être que ça peut être aussi un risque de fraude. » Donc c'est quand même, en fait, t'as aussi une logique comme ça. Enfin, ils vont pas faire plouf-plouf dans un tableau et dire « tiens, allez, hop, lui, on va y aller, on l'a jamais vu encore. » Tu vois. Les règles et l'échantillonnage des contrôles, bien sûr, ça, on les connaît pas, elles sont à la main de chaque service. Alors après, t'as des rapports annuels qui sont publiés parfois, pas tout le temps, par certaines DRETS. En tout cas, ce qu'on peut retrouver sur le web, c'est que ces SRC, avant de parler de contrôle, elles vont surtout avoir un rôle d'étude et de statistique. Tu vois, en fait, elles vont collecter tous les BPF et puis elles vont dire derrière, voilà, ok, nous on a une moyenne de X apprenants par OF, tant d'heures de formation, tant de formateurs, tant de ratios de formation à distance et autres. Tu vois. Et puis après, comme je te dis, tu as un certain nombre d'indicateurs qui font tilt. Voilà. Typiquement, si on fait de l'apprentissage, si on est un CFA, on a quasiment 2 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un OF classique. Voilà. Pourquoi ? Parce que t'as aussi certains enjeux liés à du financement derrière, et donc ça peut alerter. Si tu es un CFA, tu vois que tu déclares 2 millions d'euros, que tu as, je sais pas moi, n'importe quoi, 2000 apprenants, et puis qu'en formation, tu fais 100% à distance, là, tu es sûr. Ça va forcément attirer l'attention. Tu es sûr que tu vas attirer l'attention. Voilà. Surtout en ce moment avec l'actualité. Surtout avec l'actualité sur la réforme des financements de la formation, où en plus maintenant, ils veulent réduire aussi les CFA 100% online. Après, un contrôle de l'adresse, on va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'un contrôle de l'adresse. Ça, après, libre à chacun d'aller sur le site de sa adresse et puis d'aller voir un petit peu l'onglet formation et de voir comment ça se présente. Mais au final, c'est pareil, il y a plusieurs paliers. Ça peut être tout simplement déjà un mail avec l'envoi d'éléments documentaires très factuels, type règlement intérieur, conditions générales, un modèle de convention, un modèle de session de formation, de programme et autres. Voilà, ça peut être très factuel. Et puis derrière, on peut aussi avoir un inspecteur de l'adresse qui va coordonner une mission de contrôle chez un OF ou chez un CFA. On va plutôt s'orienter vers un format type audit Calliope.
Oui. En sachant que là, quand même, c'est pas un audit Calliope. Un contrôle de la DRETS, c'est pas un truc gentillet. Enfin voilà, c'est quand même c'est un agent de l'État qui est mandaté. Donc il y a quand même cette pression supplémentaire qu'on n'a pas forcément quand on est en audit Calliope, parce qu'il y a moins d'enjeux, parce qu'on sait finalement que l'auditeur Calliope, il a moins ce pouvoir-là, tu vois ce que je veux dire. Puis surtout que c'est pas le même objectif. De toute façon, l'auditeur Calliope, il est là pour apposer des constats. Et puis c'est tout. Et après, derrière, il faut traiter ou pas. Mais c'est d'ailleurs, l'organisme, il n'est pas forcé de traiter. S'il veut pas traiter, arrêter sa démarche, il arrête. Sauf que là, s'il y a la DRETS qui vient et dit ça c'est pas bon, il va plus dire non, moi je veux pas, machin. Voilà, soit il ferme la boutique, soit il traite quoi. Et d'ailleurs, alors, j'avais une question, c'était est-ce que toi tu penses que même si on n'est pas Calliope et qu'on dispose d'un NDA, donc on est formateur sous-traitant, est-ce qu'on peut être contrôlé par la DRETS? Ah bah oui. On peut. En fait, tout le monde. Tout organisme qui dispose d'un NDA, qu'il soit Calliope ou pas, bien sûr, peut être contrôlé. Personne n'est exempté de ce type de contrôle. Donc c'est rare, mais ça peut. C'est rare, mais ça peut arriver, hein, ça peut tomber sur n'importe qui. Alors bon, les DRETS, on les connaît principalement sous l'égide de leur espace en ligne, donc avec EFP Connect, avec l'ancien mesdemarchesemploi.gouv, dans lequel on va déclarer son BPF. Mais c'est bien sûr eux qui ont la main. Alors, il y a aussi un truc intéressant là-dessus, c'est que un contrôle de la DRETS, il va se faire suite à une étude attentive d'un BPF et d'une évolution d'activité qui va dire attends, tiens là. Oui, qui a fait tiquer. Ça pue un peu, quoi. Voilà. Ou alors aussi par rapport à un signalement. Tout à fait. Ou plusieurs signalements. Un signalement isolé, ça va peut-être pas forcément tout de suite enclencher un contrôle de la DRETS, mais plusieurs signalements pour le même formateur, la même prestation ou le même process, là pour le coup, ça peut être assez inquiétant, quoi. Et d'ailleurs, quand on est grand public en fait et qu'on veut émettre un signalement, aujourd'hui il y a quoi? Il y a signal conso. Et puis si après, un consommateur, donc ouais, c'est ça. Après, les coordonnées des DRETS, on peut les trouver en ligne aussi, puis faire directement. Tu peux les trouver. Après, si tu es un consommateur, c'est via signal conso, c'est la DGCCRF qui gère ça derrière. Exactement. Et après, qui est en lien avec les DRETS, c'est pour faire avancer les choses. Après, ce qui est délicat, c'est quand tu réalises une formation en tant que salarié. Par exemple, c'est ton entreprise qui a contractualisé, donc tu es plus sur du B2B au final, et tu vois, il y a des enjeux contractuels qui t'échappent aussi un petit peu parfois. Exactement. Donc tu as plus cette pression de dire attends, je ne vais pas mettre en porte-à-faux mon employeur par rapport à cette formation. On peut quand même se raccrocher aux branches de l'indicateur 31 du référentiel, avec le signalement à son OF. Donc l'employeur, donc le client, peut signaler à l'OF de dire non, mais là j'ai une insatisfaction. Comment vous la traitez? Et s'il n'est pas traité, ça peut après monter un petit peu plus loin. Au certificateur aussi de l'organisme concerné. On nous pose aussi souvent la question de mais finalement, moi j'ai vécu un contrôle de DRETS, c'était juste un contrôle par mail où on m'a demandé des docs. Ben oui, ça peut. Puis après, des fois, ça va s'arrêter là. Voilà, tout simplement, s'il y a une cohérence par rapport aux documents. Alors, ils peuvent demander quoi? Ils peuvent demander le BPF, mais même s'ils sont censés déjà l'avoir, les conventions de formation, les feuilles d'émargement, les factures aussi, les documents aussi relatifs aux obligations fiscales et sociales. Et pourquoi en fait ils vont demander ça? Pour souvent justifier de la matérialité de la prestation. C'est parce que les plus gros scandales qui sont sortis encore assez récemment au CPF, mais pas que, c'est en fait des centaines de milliers d'euros de formation. Des coquilles vides. Non réalisé. Le deuxième niveau, c'est un entretien avec le responsable ou le dirigeant de l'organisme de formation. Et cet entretien-là, il va être il va être quand même assez ciblé. Voilà. Ça va être, clarifiez-moi certains éléments de tel dossier de formation. Ça va aussi permettre de vérifier la maîtrise des obligations réglementaires. Si l'inspecteur de la DRETS, s'il arrive, puis qu'il demande, qu'il liste par exemple les 14 règles à respecter quand on est CFA, et puis que le gérant ne les maîtrise pas du tout. Il va se poser des questions. On se pose des questions sur la crédibilité aussi derrière de l'organisme. Et là, je refais un petit peu le point avec Calliope. Et c'est pour ça, des fois, là, on voit un peu partout, accompagnement Calliope, devenez CFA en 14 jours et autres. Moi, j'ai envie de dire, faites super gaffe, parce que quand vous vous déclarez comme CFA, vous êtes gérant d'un CFA, vous avez une responsabilité devant la loi. Vous pouvez aller devant un tribunal s'il y a un truc qui se passe pas bien. Il faut en répondre derrière, quoi. Voilà, donc il y a une responsabilité. On ne monte pas comme ça un CFA du jour au lendemain. Le gérant qui est sur la VINC, c'est lui qui va prendre. C'est pas l'accompagnateur. Et puis souvent, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance, une naïveté en fait vis-à-vis de
de ces organismes-là qui ont tendance quand même à se développer un peu comme des champignons depuis. Non, mais tu veux bien faire. Souvent, en Mm. fait, c'est des passionnés. C'est que moi, j'étais pareil, j'ai été formateur indépendant. Tu es passionné, tu maîtrises ton sujet, mais tu maîtrises pas forcément tous les sujets tout l'aspect réglementaires. derrière, réglementaire, administratif, Et il suffit qui a son qu'on te- importance. Bah oui, mais il suffit qu'on te vende du rêve et qu'on te dise, bah attends, tiens, vas-y, Mm. monte un CFA en 15 jours, tu vas voir, moi, je te passe l'audit Calliope à ta Oui, place. oui, bah oui. Sauf que, ok, il va passer l'audit Calliope à ta place, ce mec-là. Mais est-ce qu'il sera là devant l'inspecteur de la DRETS un an après quand tu auras fait n'importe quoi? Franchement, voilà, faut faire super gaffe. Voilà, ça c'est vraiment sur l'aspect contrôle de la DRETS. Si je devais résumer quand même un petit peu les différences entre les deux, c'est quand même que, et ça quand même je le rappelle, hein, mais c'est que l'audit Calliope, on évalue le processus qualité de la formation. Donc en fait, on va évaluer toutes les étapes qui vont conduire à réaliser une prestation qualitative pour un apprenant. Voilà. On va pas vérifier le contenu de la formation en tant que tel, s'il est bien ou pas, s'il est bon ou pas. Oui, par Ok. rapport à la thématique métier, Exactement. voilà, c'est pas. Voilà. Et on va pas vérifier s'il y a un extincteur dans la salle de formation. On va vérifier, nous, l'adéquation des moyens qui sont mis à disposition de l'apprenant pour effectuer sa formation. Tandis que le contrôle DRETS, ça va veiller à respecter les obligations légales. Donc il va ratisser. Voilà. Et là, il va ratisser bien plus large parce qu'en plus, il a finalement l'autorité. Bah oui. Voilà. Puis il n'y a pas que les obligations en lien avec la formation, il y a les obligations du chef d'entreprise vis-à-vis de la sécurité, de la santé auprès des collaborateurs ou intervenants. Donc voilà, il fait son job d'une façon vraiment exhaustive, quoi. Tiens, un peu scénario catastrophe, mais toi, est-ce que tu sais ce qui se passe en cas d'un contrôle DRETS qui mènerait à des choses pas bonnes? Alors, moi, par expérience, quand il y a des choses pas bonnes suite à un contrôle, et moi je parle surtout quand c'était l'inspection du travail, c'est une mise en demeure. Première étape, c'est mise en demeure. Donc, on est sommé, en fait, de corriger certains points ou d'apporter réponse à certains points sous un certain délai. Donc, après, c'est très formel, sous peine d'amende. Parce que si derrière, c'est pas fait, on se retrouve à devoir régler des comptes à l'État, des comptes financiers. Voilà. Et ça Après, peut- je suis pas maître, je suis pas maître non, mais dans l'art, mais c'est ça en fait, hein. C'est en cas d'irrégularité légère. Tu peux mettre une légère. mise en demeure. Si c'est grave, si par exemple, il n'y a pas de formation réelle, tu n'es pas capable de la prouver. Si tu as falsifié des documents, si tu as signé à la place de tes stagiaires, ou s'il y a des irrégularités fiscales, les 3 risques sont les suivants, c'est retrait du NDA, Calliope, plus de financement, plus rien, remboursement des fonds publics perçus, Normal. voilà, donc rends l'argent, Exactement. voire interdiction d'exercer. Ouais. C'est que derrière, t'as joué, t'as perdu et tu peux plus recommencer, quoi. Ouais. Donc, faut pas jouer avec la DRETS. C'est important aussi de bien comprendre les enjeux. C'est pas parce que l'audit Calliope est passé qu'on est sauvé, qu'on peut faire le filou, qu'on peut faire n'importe quoi. Parce que derrière, tout se sait, tôt ou tard, malheureusement, faut quand même faire super attention à ça. On n'est pas là pour être hyper alarmiste et autres, hein. C'est pas du tout l'enjeu, mais c'est quand même. Faut être réglo, en fait. En fait, il faut être réaliste. Tu peux pas vendre du rêve. Faut pas écouter le premier venu qui dit viens, fais ça, tu verras, c'est facile. Parce qu'en fait, rien n'est facile. Il y a peut-être des choses, ok, la première marche se fait facilement, mais c'est comme tout. Et puis, là, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui le savent très bien. Une entreprise, que ce soit dans la formation ou pas, c'est pas juste le métier, c'est tout ce qu'il y a derrière aussi. Et là, aujourd'hui, c'est encore plus sensible dans la formation parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Et donc, on sait que derrière, nécessairement, il y aura plus de contrôle et ce sera peut-être encore plus punitif. Parce que il y a un ras-le-bol aussi général, quoi. On a vraiment couvert, on va dire vraiment tout l'aspect contrôle légal et réglementaire de l'État. Je voulais juste quand même revenir moi sur un document qui est téléchargeable sur notre site web, sur la page contrôle DRETS. C'est un document en fait qui synthétise tous les acteurs du contrôle. Alors c'est très ciblé apprentissage, mais il y a des choses à prendre aussi sur la partie OF. C'est juste quand même pour montrer un petit peu le millefeuille. Administratif. La couche en fait de contrôle. La couche de contrôle qu'on va retrouver dans chaque région. Donc dans chaque région, typiquement, on va avoir une DDETS, donc une direction départementale du travail en gros. Hein, c'est ça. Hein, c'est la sous-direction générale du travail. Voilà. Par région. Après, on va retrouver aussi donc les DRETS. Alors, les DRETS, elles, donc c'est quoi? Ce sont les directions régionales de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités. Okay, donc en fait, tu as les DRETS qui ont ensuite des DDE,
TS dans chaque département. Oui. Voilà. Mais c'est en fait l'obtention du NDA, c'est pas par département, c'est par région. Voilà. Et ces DRETS-là, à l'intérieur, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le SRC, le service régional de contrôle, qui lui a 3 objectifs majeurs, a 3 missions majeures, sous couvert du contrôle de la réglementation de la formation professionnelle. 1. Enregistrement des NDA, des numéros de déclaration d'activité, que ce soit d'ailleurs pour les CFA ou pour les OF. C'est lui qui va s'occuper des contrôles administratifs et financiers. C'est lui aussi qui va contrôler le respect des 14 missions des CFA. Donc ça, c'est ce qu'on a dit là dans la vidéo depuis tout à l'heure. Et en plus de ça, notamment pour les CFA et pour les organismes de formation qui dispensent des certifications, enfin des formations qui préparent à des certifications professionnelles, alors là c'est feu d'artifice. Puisque en fonction du diplôme que tu prépares, ce sera un contrôle par type de ministère. Je m'explique. Si tu prépares un BPGEPS en sport, c'est sous couvert de la DRAGES, okay, donc c'est sous couvert du rectorat de la région académique. Et chaque rectorat va avoir une DRAFPIC, une DRAESRI. Alors, tu mettras en légende. Et une DRAGES. Ok. Alors ouais, on va mettre en légende. Alors je suis désolé. Alors moi je connais parce que c'est ce qu'on voit le plus dans le cadre de nos audits Calliope. On voit beaucoup passer la DRAGES parce qu'il y a beaucoup de diplômes type animateur sportif, animateur voilà, enfin BPGEPS et autres. Donc on voit beaucoup passer la DRAGES. Donc c'est la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Tu as aussi donc la direction régionale académique à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. La DRAF pour l'agriculture, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. Tu vois. Et en fait, c'est là où ça commence à être un peu technique, c'est que si par exemple tu es un CFA, tu proposes des titres sur le domaine du sport, et ben c'est la DRAGES qui peut venir te contrôler parce qu'il y a eu un signalement et parce que ta formation elle n'est pas bonne, tu prépares mal à la certification. Tu vois. Si c'est un titre pro, c'est sous couvert du ministère du Travail. Donc, c'est sous couvert de l'ADRETS. Donc là, tu vois, pour le coup, c'est un autre service encore de l'ADRETS qui s'appelle le SECAM, le service emploi, compétences et appui aux mutations économiques, qui va, alors, te donner l'agrément pour former et ensuite te contrôler si nécessaire. Et c'est là où un petit peu, je voudrais quand même faire une parenthèse sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on tape sur Calliope, on tape sur les OF, on fait plein de contrôles de partout, par les financeurs et autres, mais déjà là, à mon avis, il y a un petit sujet de simplification dans les contrôles de la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que chacun a son diplôme ici ou là et chacun doit ensuite aller contrôler avec des coordinateurs régionaux par diplôme et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça commence à être compliqué. On se rend compte qu'il y a déjà un maillage de contrôle mis en place au sein des services de l'État qui est quand même très dense. En fait, si ce maillage-là était efficace, ça se saurait. On n'en viendrait pas à dire aujourd'hui que Calliope ne marche pas. Il n'y aurait peut-être même pas besoin d'ailleurs d'une certif Calliope. Pour être très honnête. Voilà, après, on sait aujourd'hui que les contrôles, fait que l'État manque de bras. En fait, il aurait assez de bras, il pourrait faire des contrôles, il pourrait contrôler tout le monde. Et aujourd'hui, on sait tous que c'est pas le cas. C'est pas tous les organismes de formation dans le sport qui sont contrôlés par la DRAGES. Parce que c'est fait, comme tu disais tout à l'heure, oui, en cas de signalement, en cas d'une étude, d'une évolution du chiffre d'affaires ou de je ne sais quoi suite à la lecture du BPF. Mais après, c'est quand même vrai, c'est qu'on a des services qui existent avec peut-être des moyens humains limités. Qu'est-ce que ça cache derrière ? Parce que Calliope, ça n'a pas été vendu non plus comme le contrôle qui allait révolutionner et sécuriser le marché de la formation. Ça en a jamais eu la prétention. Donc après, c'est facile toujours de ressortir. Calliope, ça doit être remis à plat. Oui, mais il y a peut-être autre chose qui doit être remis à plat aussi. C'est pour démontrer qu'il y a quand même déjà un dispositif de contrôle existant qui est quand même très lourd. On peut parler quand même de millefeuille parce que là, je vais te dire, pour s'y retrouver là, tous les coordonnateurs, tous les responsables de contrôle et autres, là, il y a des doublons et il y a des postes à faire sauter. Si tu veux faire des économies, on peut y aller. Ok pour cette partie DRETS, contrôle DRETS. Très bien, déjà, merci en fait pour toutes ces explications très détaillées sur les contrôles des services de l'État. Il y a d'autres types de contrôles là qu'on va aborder. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du CPF, de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, il y a près de 10 à 12 000 organismes qui sont enregistrés auprès de la Caisse des dépôts. Ça bouge pas mal ces derniers temps. On se rend compte que en fait, les méthodologies de contrôle, de mise en ligne, de certification, elles sont plus dures. Voilà, en fait, ça a évolué. Il faut démontrer davantage patte blanche et démontrer que les choses sont carrées. Ouais, le dernier délai là, pour rentrer sur Head Off, c'est 3 mois maintenant.
Voilà. Entre 2 et 3 mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur, déjà, alors l'avant, l'après, peut-être pas, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, quelle évolution notable et puis aujourd'hui, à quoi s'attendre, quoi? Aujourd'hui et Bah, demain? Au même titre que l'État contrôle, parce que c'est légitime, c'est dans sa mission régalienne, j'ai presque envie de dire, et donc il contrôle au travers de ces DRETS, bah, c'est aussi logique que les financeurs puissent contrôler. Mmh. Voilà, c'est eux qui délivrent de l'argent, ils ont cette responsabilité-là. Donc derrière, ils ont aussi comme mission d'aller contrôler la qualité des prestataires qui sont sur leur plateforme. Il y a plein de financeurs. Ok, je vais pas rentrer dans le détail, mais là, si on parle que du CPF, et puis on ira voir après les autres, mais si on parle que du CPF, juste pour le petit rappel, mais le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et des consignations, donc la CDC. Je ne vais pas revenir, mais il y a tout un historique, on pourrait y passer des heures. Mais entre 2021, à peu près, donc l'ouverture du compte formation, et puis de nos jours, donc là, courant 2025, il y a de l'eau quand même qui a quand même coulé sous les ponts. Ouais, bien sûr. Au tout début, tu n'étais même pas Calliope que tu pouvais te créer sur Hedoff, donc sur le portail CPF des organismes de formation. Tu n'étais même pas Calliope, tu pouvais aller dessus et puis proposer des offres et qui étaient pas du tout collées. Enfin, il y a eu une latence déjà. voilà, donc il y a eu quand même une latence qui s'est très fortement résorbée là désormais, hein, parce que maintenant, pour se créer un compte sur Hedoff, ce que je te disais, il faut entre 2 et 3 mois. Il faut montrer patte blanche, il faut renvoyer un certain nombre de docs qui ont déjà été parfois même des fois évalué par l'auditeur Calliope, qui a été aussi demandé pour obtenir son NDA. Donc ça fait un peu doublon malheureusement, mais voilà, c'est comme ça, c'est la CDC qui met en place son process. Ce que je veux dire par là, c'est que en fonction, en fait, en lien avec cette partie contrôle CDC, déjà avant de parler d'un contrôle, ça s'est renforcé en amont dans la barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée aujourd'hui sur Hedoff et sur le CPF, elle est quand même beaucoup plus forte qu'avant. On a des clients qu'on a audités sur bilan de compétences. Et moi, j'en ai une, je me souviens, elle m'a appelé même une fois qu'elle avait été référencée. Elle m'avait dit, bah, ça y est, enfin, j'ai mis 8 mois pour être référencée sur Hedoff. J'ai dû leur transmettre des lettres de recommandation de mes pairs, de mon université, pour montrer que j'étais compétente sur la RH, sur le bilan de compétences, parce que sinon, ça passait pas. Je rentre pas non plus dans le débat, mais bon, il y en a qui se font accompagner par des avocats, parce que il y a des petites failles dans les process et autres, mais en tout cas, il y a des barrières à l'entrée. Mais ça n'a pas l'air de suffire à la CDC, puisqu'il y a quand même un grand plan de contrôle qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Et ce plan de contrôle, il vise quand même à aller titiller 1000 organismes en 2025, en 3 phases. Une première phase entre mars et mai avec 250 contrôles. Ouais. Une deuxième entre mai et fin août avec 360 contrôles. Encore 390 contrôles d'ici la fin de l'année, avec une moyenne d'environ... Et au final, alors c'est très louable de leur part de lancer en fait ce plan de contrôle, parce que de toute façon, il y a une nécessité, et puis ça va leur permettre déjà d'avoir un premier retour d'expérience. Mais au final, on se rend compte que même si 1000, ça peut sembler être un nombre, 1000, mais au final, 1000, c'est pas beaucoup face à tout ce qu'il y a au final. 1000, si tu as 12 000, voire allez, 12, 13 000. C'est pas évident, je dis pas évident de faire 12 000 contrôles. Enfin, faut les taper, les 12 000. Mais il y a du boulot, quoi, il y a du chemin. En tout cas, bon, ils ont l'air quand même décidés. On a eu la chance d'avoir, on avait une présentation là, courant mars ou avril justement de la CDC sur ces sujets-là. Ça vaut mieux ça que rien déjà. Là-dessus, moi j'ai 2 remarques. C'est que t'es un OF, t'as passé ton audit initial Calliope. Peut-être que 3 mois après, tu peux te taper un contrôle d'EDOF. Mais comme tu peux avoir un contrôle de ce qu'on a vu auparavant, de la DRETS. Ou alors, autre cas aussi, t'es un OF depuis 6 ou 7 ans, t'as déjà fait ta surveillance Calliope, t'as déjà fait même ton renouvellement Calliope. Et puis 3 semaines après, tu peux avoir un mail de la CDC qui te dit tiens, on vous contrôle dans 2 semaines. En tout cas, c'est un dispositif existant. Alors, juste pour expliquer un petit peu les contrôles de la CDC, tu as 2 types de contrôles. Tu as un contrôle standard, où là, c'est réalisé à distance, sur la base de pièces justificatives transmises par l'OF. C'est un peu comme je t'ai dit tout à l'heure pour la DRETS. Tu vois, tu as niveau 1, niveau 2, c'est un petit peu pareil ici. Donc là, le niveau 1, ça va être, on va transmettre des éléments documentaires, on va faire des vérifications sur les sessions de formation par picking, peut-être par échantillonnage. Et voilà. Deuxième niveau de contrôle, c'est le contrôle exhaustif, où là, c'est un contrôle type audit Calliope qui est sur site. Donc c'est un inspecteur, enfin un contrôleur, qui se déplace dans les locaux de l'organisme. Il va confirmer si les indices de... Parce qu'en fait, si tu veux, si le contrôle standard, il n'est pas OK, ils viennent chez toi. Si le contrôle standard, voilà, tout est OK, il y a toutes les preuves, il n'y a aucune suspicion, tous les éléments sont conformes, il n'y a pas de grande chance
d'avoir le contrôle de niveau 2, le contrôle exhaustif. Mais si par contre, il y a des doutes, là, pour le coup, ils vont venir confirmer ou infirmer les indices de non-qualité qui seront relevés lors du contrôle standard. Ou alors aussi, ça peut être de répondre à des signalements. Toujours pareil. Voilà. Et s'il y a des signalements parce que la formation elle est bidon, parce que le formateur il est pas bon, Parce qu'elle correspond pas. parce que je sais pas quoi, voilà, bah là derrière, il faut pas s'étonner qu'on puisse avoir derrière un contrôle exhaustif. Ok, on a ces contrôles-là. Alors là, c'est quand même intéressant parce que c'est le cœur un petit peu de notre sujet, nous, avec l'audit Calliope, c'est que quelle est la différence entre un audit Calliope et un contrôle de la CDC pour le CPF? Tu vois, parce qu'en fait, tu pourrais dire, putain, mais attends, je viens de terminer mon audit Calliope, j'ai déjà mes 32 indicateurs ou un petit peu moins. Ouais, il manque quoi là que j'ai pas montré? Voilà, c'est la question qu'on se mais pose. qu'est-ce qu'ils veulent en plus, Qu'est-ce qu'ils quoi. veulent Voilà. que je. Alors, alors ça, c'est en ligne, hein, c'est sur ef.moncompteformation.gouv.fr, hein, donc ça, vous l'avez. On vous le mettra aussi dans la vidéo. Mais voilà toute la thématique de grille d'audit. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que même dans la définition même de leur contrôle, ils parlent d'audit. D'ailleurs, ils ont mandaté 2 cabinets d'audit qui ne sont pas des certificateurs Calliope, des organismes qui n'ont rien à voir, alors, ils sont certes, voilà, enfin, ils ont répondu à un appel d'offres, hein, donc ils sont sans doute très compétents, mais en tout cas, ils ne sont pas certificateurs Calliope. Donc, il va falloir tout leur expliquer. Tout ce que toi, par exemple, tu aurais expliqué à ton auditeur Calliope 6 mois avant, et ben là, tu repars à zéro. Dans les thématiques, on va avoir quoi? On va avoir une première partie sur les conditions qui permettent à l'organisme de formation de réaliser sa prestation. Okay. Donc on est plutôt sur les supports. Ta gestion administrative et contractuelle, ta relation avec tes sous-traitants, le cadre de la formation, l'information et la communication auprès du stagiaire, l'information aussi auprès de la CDC, la gestion RH et l'accompagnement du stagiaire. Après, tu as vraiment alors ça, c'est les 7 premiers critères. Voilà, tu as 7 critères sur les conditions permises par l'organisme de formation. C'est le terme exact. Hein. Ensuite, tu as l'action de formation. L'action de formation, là, tu as des critères qui vont varier un petit peu en fonction de la typologie. Si tu fais que du 100% online, ce sera un peu différent. Si tu fais que du 14 heures en face-à-face pédagogique, ce sera différent de ta formation qui dure 30 jours, bien sûr. Mais on va aller voir le contenu de ta formation, les outils et les ressources pédagogiques que tu utilises, la durée et le rythme de la formation. Est-ce que ça coïncide bien? Est-ce que c'est cohérent? L'expertise des formateurs. Ça, c'est indicateur 21 Calliope. Hein. Donc voilà. La composition des groupes des stagiaires. L'homogénéité de tes groupes, tu vois. Donc, alors ça, c'est un truc intéressant parce que, tu vois, est-ce que nous, on va aussi loin dans un audit Calliope? Il n'y a pas un indicateur Calliope aujourd'hui qui dit on évalue la pertinence des groupes de stagiaires. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, donc je me dis pourquoi pas. L'évaluation des connaissances et des compétences, bah là, pour le coup, c'est indicateur 11 Calliope. Donc ça, on connaît, ça, on sait faire. La satisfaction des stagiaires à chaud, indicateur 30. Le prix de l'action de formation. Donc là, tu vois, ils vont aller auditer le prix de l'action de formation sur un marché libre. Donc après, voilà, il faudra justifier que est-ce que ta formation que tu proposes en 2 jours à 5 000 euros, pourquoi elle est à 5 000 euros alors que tout le marché est à 1 500? Il y a quand même des ponts, tu vois, qui peuvent se faire avec Calliope. Tu vois, là, quand je parlais tout à l'heure de la partie gestion des sous-traitants, indicateur 27 sur Calliope, l'information, la communication, indicateur 1, 2 et 3, la gestion RH, indicateur 21, 22, indicateur 18 aussi. Donc, tu vois, c'est quand même... Il y a forcément des ponts qui vont se faire avec un audit Calliope. Tout à fait. Tu vois. Ça, je tiens quand même à le souligner, c'est l'adéquation et l'impact de l'action de la formation avec le projet professionnel. Est-ce que nous, on va aussi loin dans l'audit Calliope? J'ai pas l'impression. Nous, si tu veux, ça se limite à j'analyse le besoin, indicateur 4, je fais un positionnement, indicateur 8 éventuellement, en fonction des prérequis de la prestation. Derrière, j'évalue, point barre. Tu vois. Oui. Mais est-ce qu'on va aussi loin dans l'impact de l'action de la formation avec le projet pro, dans Calliope? Ouais, pas certain. C'est pas certain, voilà. Peut-être pour les CFA, parce que tu as les indicateurs spécifiques au CFA, où là, oui, tu as cet enjeu d'employabilité. Mais là, tu as 2 indicateurs clés qui sont la finalité professionnelle de la formation. Et là, pour le coup, c'est intéressant. Bien sûr. Parce que la formation Bitcoin ou la formation ChatGPT... oui, en fait, on sait pas sur quoi ça débouche. Voilà, et bien là... Là, on va venir le truc, mais ça, c'est hyper pertinent. Là, c'est pertinent. En fait, il y a des gros sujets là-dessus. Combien il y en a ils vendent ou ont vendu des formations financées qui débouchent sur rien? L'argent, il part dans quoi? Dans rien. Et après, tu as donc un indicateur final, tu as l'impact de l'action de formation. Donc l'impact, en fait, l'impact au sens projet pro. On a 17 critères, on a une grille d'audit. On verra bien sûr les retours d'expérience. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu
les retours de nos clients quand on va les auditer pour leur surveillance ou pour leur renouvellement d'ailleurs, parce qu'il y en aura certainement qui auront été évalués par la CDC. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop vu, même si on a déjà quand même un peu la réponse, mais j'espère que ce ne sera pas vu comme une surcouche, encore une surcouche inutile, parce qu'encore, s'il y a un contrôle, mais que c'est utile, parce qu'on se rend compte que, ouais, ok, voilà, il y a des enjeux, qualité qui sont pragmatiques et autres, ok, pourquoi pas. En sachant que, après, j'ai pas toute l'information, mais toi, tu avais participé à la visio de la CDC, et il me semble qu'ils ont quand même le droit, dans le cadre de leur audit CDC, de proposer des axes d'amélioration. Oui, il y a une démarche qui est, Voilà, il y a une démarche qui est différente, qui est peut-être moins fermée aussi que l'audit Calliope où le conseil est totalement proscrit. Voilà, ce qui est normal aussi sous accréditation, certification tierce partie. C'est peut-être pas le même enjeu aussi. La CDC est libre de gérer ses contrôles comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent. Donc c'est eux qui en définissent les règles. Après voilà, on verra comment ça se passe aussi. Après, forcément, je pense que sur le retour d'expérience des organismes, la grande majorité nous diront que ça leur plaît pas. Pourquoi ? Parce que on est tous pareils, on n'aime pas se faire contrôler. De toute façon, que ça soit nécessaire ou pas d'ailleurs, un contrôle, on sait tous que c'est de la préparation, c'est du temps, c'est du stress, c'est de l'énergie. Ça nous remet en question, donc on est toujours dans une position, on n'est pas dans notre confort habituel. Donc voilà, oui, c'est nécessaire. En fait, c'est surtout, moi, ce que j'attends surtout, c'est le retour d'expérience de la CDC, de dire, tiens, on a fait ces 1000 contrôles, qu'est-ce qu'on en tire ? Est-ce que sur les 1000, il y a 60% de non-conformité ? Est-ce qu'au final, on n'en a que 20 ? C'est quoi ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que ça, ce serait intéressant de l'avoir et de se dire, en fait, sur l'échantillonnage qu'il y a eu, c'est quoi le niveau, le diagnostic actuel ? Et on se rend compte tout de suite, il y a des failles. Est-ce que les failles, elles sont dans l'audit Calliope ou en fait, elles sont dans d'autres choses qui sont entièrement pas couvertes ? C'est toutes ces choses-là qui nous intéressent parce que l'idée, c'est de muscler le process de contrôle et d'en faire vraiment un truc pertinent, quoi. Et toi, est-ce que tu penses que certains nouveaux indicateurs là, que l'on a vus dans la grille CDC, est-ce que tu penses que certains sont voués à apparaître dans Calliope ou alors par rapport à un durcissement d'un niveau attendu ou d'exemples de preuves complémentaires? Ça, on n'en sait rien, ça peut être le cas. Soit la CDC, ils font ce qu'ils ont à faire, ils regardent si c'est cohérent ou pas, et ils se disent, allez, les années suivantes, on met le paquet, on en fait plus. Ou soit ils se disent, 1000, ça se trouve, on peine à y arriver à la fin de l'année, il va falloir que tout ça, on le rebascule sur la V10, la V11, la V12 de Calliope. Et puis que l'audit Calliope, il évolue réellement vers des choses, peut-être, une dimension, formation CPF. Mais bon, si on rentre dans ce jeu-là, ça veut dire que tous les financeurs, ils vont pouvoir demain se dire, tiens, toutes nos exigences spécifiques, on va les foutre dans Calliope. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Après, je pense que le fait d'avoir un contrôle harmonisé, c'est toujours une bonne chose. Par contre, on rentre dans une complexité qui devient très lourde et puis ça va encore poser des questions qu'on se pose déjà sur la formation des auditeurs. Là, on va arriver à un niveau, je sais pas si ça va être... ça se trouve, on n'aura plus d'auditeurs derrière, ça va les dégoûter de se dire... Ouais, je sais pas. Bon, ça, c'est vraiment un débat très ouvert, quoi. Ok, donc alors, le contrôle CDC, il y a les 3 options quand il est réalisé. Soit tout est ok, donc là, pour le coup, tu es tranquille pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ton organisme est supposé respecter toutes les exigences. Voilà, donc là-dessus, il n'y a rien de bien particulier. Il y a des recommandations pédagogiques qui peuvent être appliquées. S'il y a des écarts qui sont constatés il y a 3 mois pour les solder, c'est un peu comme une non-conformité majeure Calliope. Exactement. C'est pas très perturbant sur le principe. Si le rapport est invalidé, donc là pour le coup, si vraiment, en fait, on se rend compte que il y a des non-conformités majeures, là pour le coup, il y a une procédure contradictoire qui peut être mise en place et un contrôle exhaustif complémentaire. Voilà. Donc là, c'est soit on s'accroche au bateau et on continue, mais au risque d'avoir encore des contrôles, ou alors on abandonne et puis on sort du CPF, quoi. C'est pas facile en tant que tel, c'est pas Et moi j'insiste bien, c'est que c'est toujours pareil, c'est que l'audit Calliope, au final, nouvel entrant, audit initial, c'est presque le plus facile. Non mais c'est presque le plus facile maintenant, parce que quand on arrive sur un contrôle CPF après 2 à 3 ans d'existence, où il va falloir tout démontrer. Puis en fait, l'audit Calliope, il va pas venir remettre en cause, il va pas venir retirer le NDA. C'est sûr, si on voit son certificat retiré, les financements, là, on peut les attendre. Ok, oui, il y a un impact économique, ça c'est certain. La dimension n'est pas la même. Après, c'est moins gênant en début de cycle de certification Calliope, parce que si on fait son audit initial, on n'est pas encore certifié, puis on l'a pas, ça va nous embêter, mais ça nous enquiquine, mais ça va pas nous changer la vie.
Après, c'est bien plus gênant quand on est en plein milieu de cycle et puis on est suspendu, on le perd. Là, ouais, c'est un impact. On va avancer un petit peu. Il nous reste 2 types de contrôles à aborder. On va parler du dernier, en fait, c'est les financeurs, c'est les OPCO. Alors bon, voilà, là, on a beaucoup parlé Caisse des dépôts, on a parlé contrôle de l'État, France Travail également. Tu as fait une petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les OPCO ? Parce que là aussi, il peut y avoir une couche qui leur est propre. Le contrôle des financeurs, c'est pas un truc nouveau. Ça, c'est ancré pareil dans le Code du travail. Il y a des obligations. En fait, tous les financeurs doivent, c'est dans leur mission, doivent pouvoir contrôler les prestataires à qui ils vont donner de l'argent. C'est pareil, c'est logique au final. Et là-dessus, on ne remet pas du tout en cause tout ça. Par contre, très tôt, parce que ça date de 2018, très tôt, tu as un groupement d'intérêt économique, un GIE, qui s'est monté autour d'une plateforme qui s'appelle le Datadoc. Ça parle aux anciens OF, puisque le Datadoc, au-delà d'être une plateforme, d'être un groupement d'intérêt économique, c'était surtout avant une plateforme de référencement des OF qui disposait de leur NDA, et c'était en fait l'ancêtre de Calliope. Et le Datadoc, si tu veux, auparavant, c'était un petit peu, pour ceux qui l'ont connu, moi je m'en souviens bien parce que j'avais eu à le faire en 2018 d'ailleurs. C'était un portail et tu te connectais, tu avais un certain nombre d'indicateurs et de critères, et un peu comme dans le Calliope, tu avais la communication, fallait prouver que tu avais un programme de formation. C'était du dépôt documentaire. C'était dépôt documentaire, c'était analysé par des personnels, des financeurs. D'ailleurs, c'était un petit peu, pas au pif, mais c'était un petit peu... il y avait des contrôles très anecdotiques. Mon dossier, par exemple, a été validé par quelqu'un de l'ANFA à l'époque. Ça s'appelait pas encore l'OPCO, mais c'était l'OPCA. Donc l'ANFA, c'était la partie automobile. Mais d'autres, moi j'avais d'autres confrères qui avaient été audités évalués par l'OPCA 2I, donc sur l'industrie. Tu vois, c'était très, très diversifié. C'était aussi en lien avec finalement les éléments de preuve que tu transmettais, parce que si tu avais déjà travaillé avec certains OPCA, avec certains financeurs à l'époque, c'était eux qui t'évaluaient. Une plateforme à l'époque qui a très très bien marché, parce que, j'ai pas les chiffres exacts en tête bien sûr, mais on est monté, je crois, à quasiment 70 000 organismes qui étaient référencés sur le Datadoc, alors qu'avant ça, on était à 40 ou 50 000 en France. Tu vois. Donc en fait, il y a eu déjà un premier effet d'aubaine dans le champ de la formation dans ces années-là, entre 2016 et 2018, avec aussi l'ouverture du marché sur le CPF. Ça a été un énorme effet d'aubaine. Donc du coup, Datadoc a laissé sa place à Calliope, mais en parallèle a continué à vivre en tant que plateforme, que portail de contrôle des financeurs. Donc, si tu vas sur leur site aujourd'hui, tu vois, tu as plein d'informations sur le portail. Aujourd'hui, le Datadoc, tu as, en termes de partenariat et de membres, tu as les OPCO, tu as les AT Pro, tu as la NFH, tu as la GFIS, le FIFPL, la région Normandie. En fait, voilà, tu as un certain nombre de financeurs qui mutualisent leurs ressources et leurs moyens pour les contrôles. Donc, au lieu que chacun fasse son truc dans son coin, qu'est-ce qu'ils font ? Hop, ils mutualisent leur budget contrôle. Et puis, derrière, tu as un appel d'offres assez régulièrement. Et puis, ils ont une politique de contrôle. Et puis, chaque année, ils vont dire, nous, on audite X organismes en France. Et puis, hop, on y va. C'est, je pense, le type de contrôle qui se rapproche le plus de Calliope. Pour être honnête, j'ai consulté sur leur site le manuel d'interprétation du référentiel. Donc, c'est... Alors, d'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation du GIE des 2 OF pour son usage dans le cadre de la vidéo. J'ai fait un mail à ce sujet-là. Alors, il est disponible, ce document, sur leur site web, mais c'était intéressant de vous le montrer dans le cadre de cette vidéo pour justement vous expliquer un petit peu finalement les différents critères et les différents indicateurs. Alors, on va retrouver par exemple en critère 1, un petit peu un équivalent à notre indicateur 1, 2 et 3 Calliope. On va retrouver un objectif de garantir la transparence, la fiabilité et l'adéquation des offres de formation. Ça, c'est pas des choses qu'on voit dans le référentiel Calliope. Oh oui. À aucun moment, on te parle de transparence, de fiabilité, alors, si l'adéquation, si. On va l'avoir, tu vois, indicateur 6 et 7 sur l'adéquation entre le contenu de ta formation et le besoin de ton apprenant, ça, tu vas l'avoir. C'est surtout cette notion de fiabilité, au final, exactement, qui est donc, très tu intéressante. Vois, indicateur 1.1, exactitude et transparence du contenu de la formation. Ce n'est pas des choses qu'on a dans Calliope, tu vois. Véracité de la publicité sur la reconnaissance de la formation, c'est pas des choses qu'on a dans Calliope. Mais ça, c'est bien, ça. C'est pas... Voilà. C'est sympa de le voir aussi. Voilà. Alignement des pratiques commerciales, indicateur 1.3, avec les besoins des stagiaires. Là, j'ai envie de te dire,
c'est des choses qui devraient être dans Calliope, ça. Tu vois, c'est à la rigueur, s'il faut durcir Calliope, entre guillemets, déjà, tu prends cet indicateur-là et voilà, tu le fusionnes, ça. Après, tu as le critère de analyse préliminaire et conception personnalisée des formations. Indicateur donc 2.1, phase d'analyse préalable et collecte des données initiales lors de l'établissement des contrats de formation. J'ai envie de te dire, ça, c'est l'indicateur 4 Calliope. Donc pour moi, c'est un doublon. Prise en compte des besoins réels des stagiaires dans la conception et la mise en œuvre des formations. Là, on est typiquement sur le triptyque indicateur 4, 5, 6, tu vois, sur le référentiel. Donc pour moi, c'est pas forcément... bon, ils l'ont mis, mais en tout cas, c'est des choses qu'on voit déjà, nous, dans Calliope. Après, tu as un critère 3 sur la supervision, la conformité et la personnalisation de la formation. Donc, tu as un indicateur 3.1 sur la capacité du CFA à superviser et réguler la formation en alternance pour respecter les normes et les droits des apprentis et des entreprises. Moi, ça, je trouve super intéressant parce que pour le coup, tu vois, nous, dans Calliope, on va aller évaluer les 14 missions des CFA, mais la capacité du CFA à superviser, c'est un petit peu la bride au-dessus. Oui, tu vois. tout à fait. Je trouve ça hyper pertinent pour le coup. Ensuite, à la conformité de la formation à l'objet de la prise en charge. C'est pareil, en fait, la conformité de la formation à l'objet de la prise en charge, toi, tu l'interprètes comment? En fait, qu'elle corresponde à ce que tu as déclaré Et ouais. pour avoir la prise en charge. Parce que souvent, on déclare, et ce qu'on fait, c'est pas du tout ce qu'on a déclaré aux financeurs. Et ça, pour le coup, nous, ça, c'est un truc qu'on n'audite pas. C'est pas dans le référentiel actuellement. Non, on sait même pas ce qui a été dit aux financeurs, on n'en sait rien. Tu l'as dans la convention de formation, mais c'est pas un point clé de ton audit Calliope. C'est pas un truc qu'on va te demander de vérifier. Après, c'est sûr que Ajustement au profil des apprenants en alternance, garantissant ainsi une progression adaptée des apprentissages et une satisfaction optimale. On l'a déjà aussi un petit peu, ça. Indicateur 10, on a aussi l'indicateur 12, le suivi des apprenants. Le 13. La cohérence et la continuité de la formation. L'engagement du prestataire à favoriser l'interaction avec les intervenants et l'accessibilité des stagiaires aux informations et données qui lui sont nécessaires dans le cadre de sa formation. Deux prestataires à favoriser l'accompagnement pédagogique et l'accessibilité à la communication. Tu vois. Alors, sache que c'est quand même important, c'est là sur les deux derniers indicateurs que j'ai évoqués, le 3.5 et 3.6, on parle d'engagement. Tu vois, donc c'est comment tu t'engages. En fait, c'est au même titre des fois qu'on voit souvent dans les normes qualité, c'est l'engagement de la direction, l'engagement de l'organisme sur telle ou telle thématique, concept. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi une notion de se responsabiliser, d'avoir pleine conscience de, mais de dire, d'écrire clairement, noir sur blanc, enfin, peu importe, mais de dire oui, je m'engage à. J'enchaîne sur les 3 prochains critères, le critère 4, 5, 6. Enchaîne. Un critère 4 sur garantir la conformité, l'authenticité et le suivi des ressources et documents pédagogiques. Conformité des ressources matérielles et équipements pédagogiques aux besoins de la formation. Indicateur 19 Calliope. Alors, quoique, tu l'as aussi sur l'indicateur 17. Alors, nous, on ne parle pas de conformité, on parle d'adéquation. Tu as une petite nuance entre les deux. Avoir un pont quand même. Mais la conformité, c'est ok, tu as du matériel, donc il est en adéquation. Exactement. Mais là, ça va plus loin. Est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il n'est pas périmé? Est-ce que ton extincteur pour faire la formation incendie, est-ce qu'il est conforme? Et ça, l'auditeur Calliope, des fois, c'est pas qu'il n'a pas le droit d'aller aussi loin, mais au final, si à minima, on peut justifier de l'adéquation. Et puis des fois, la notion de conformité, c'est aussi une expertise technique à avoir. Bien sûr. On n'est pas tous capables de déterminer si tel ou tel truc est conforme. Vérification de la participation effective des stagiaires à la formation. Vérification de la planification et de la réalisation effective des formations. C'est pas des choses qu'on audite en tant que telles. Oui. Donc tu vois, sur Calliope aussi. Authentification des certificats de réalisation et prévention de la falsification. Intégrité et authenticité des documents fournis aux financeurs. Comment on est capable de garantir leur authenticité. Et ça, pour le coup, ça va quand même très loin parce que c'est pareil, c'est pas des choses que l'on va aller auditer dans le cadre d'un audit. Il y a une vraie complexité aussi là-dessus. C'est des enjeux aussi qui sont financiers parce que si tu veux, par exemple, te prémunir sur l'authenticité, par exemple, d'une signature d'un stagiaire, tout de suite, ça peut vite coûter des sous parce qu'il faut investir dans un ERP. Des solutions qui permettent de garantir que la signature soit la bonne. Bien sûr, ouais. Critère 5, tu as les profils et les compétences des formateurs.
Donc indicateur 5.1, la cohérence des profils des formateurs avec leurs compétences effectives. C'est pas du tout calqué, hein, mais c'est quand même parallèle à critère 5. Critère 5, c'est Calliope, indicateur c'est 21-22 pareil, sur, on sur va parler Calliope. compétences du personnel. Et critère 6, donc la cohérence pédagogique et la gestion des partenariats, Mhm. où là tu vas avoir un 6.1 sur cohérence et pertinence du contenu pédagogique. 6.2, la gestion des relations avec les sous-traitants. D'accord. Donc là, pour le coup, 6.1 c'est indicateur 19 Calliope et 6.2 c'est indicateur 27. Ouais, bien sûr. Je trouve ça quand même assez intéressant ce manuel, il devrait être lu par tous les OF parce que déjà ça te permet de se dire tiens quelle sauce je vais te manger si un jour je me fais contrôler, mais c'est surtout de se dire pour chaque indicateur comment j'arrive à me défendre demain Exactement. face à l'auditeur. Parce que des fois, face à un manque de préparation, on peut se retrouver en difficulté, et voire même suspecté de, alors qu'il n'en est rien. Sauf qu'on n'a pas assez réfléchi à comment j'allais prouver que la formation a bien eu lieu, que si, que ah mince, la personne elle était là, mais j'ai oublié de le faire signer un truc. Enfin, il y a vraiment tous ces enjeux-là qui demain vont quand même devenir presque vitaux, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour sur cette partie qui est quand même assez complète? Alors là, je voulais quand même vous partager ça, c'est que donc dans le manuel, pour chaque indicateur, on retrouve vraiment la même structuration que dans le guide de lecture Calliope. On a une définition, donc là celle que j'ai lue. On a pour chaque indicateur le niveau attendu, des exemples de preuves. Et ça, c'est important aussi parce que c'est une déclinaison qui n'est pas faite sur Calliope. Tu as des éléments de preuve essentiels et des éléments de preuve complémentaires. Et là, pour le coup, en fait, ça drive quand même assez bien la préparation d'un contrôle OPCO parce que, ok, tu sais qu'indicateur 2.2 sur l'adaptation de la formation, il te faut en élément de preuve essentiel, il te faut le contrat de formation, le déroulé pédagogique et les prérequis. C'est important. Moi, je pense que c'est super important quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est que les différences... Alors là, nous, on les a mis sur le site web. Il y a un tableau avec les différences pour chaque indicateur et les croisements entre les indicateurs Calliope et les indicateurs des deux OF. C'est important, je pense, quand même, d'être assez sensibilisé à ça parce que c'est toujours au dernier moment qu'on va se dire mince, ok, Forcément. je ne savais pas. Oui. Tu vois. Voilà pour ce contrôle-là. Alors, une petite chose quand même, juste pour faire le pont aussi avec la phase finale de la vidéo, mais dans ces financeurs-là, il n'y a pas France Travail. Enfin, du moins, sauf si ça a changé entre-temps, mais il n'y a pas France Travail. Et France Travail, donc anciennement Pôle emploi, il dispose de son propre dispositif de contrôle et a son propre référentiel aussi. Donc en fait, tout ce qu'on a vu là, c'est un peu, on peut le transcrire pour France Travail et c'est le même process. Voilà. Oui. Si 80% de l'activité d'un OF est faite par France Travail, voilà, il y aura de grandes chances qu'il soit derrière contrôlé, qu'il soit audité, et ça se passera dans les grandes lignes un petit peu comme ça s'est passé ici. On a quand même bien balayé tous les types de contrôles qu'on pouvait avoir. On voit que ça en fait vraiment pléthore, quoi. Il y en a un nouveau qui apparaît, qui va démarrer à partir de janvier 2026. On l'appelle la visite de confirmation du COFRAC. En fait, elle ne concerne pas directement l'organisme de formation, mais quand même. Et en fait, dans un sens oui et dans un sens non, puisqu'elle est en lien avec le certificateur Calliope. Voilà. Donc le COFRAC, pour rappel, hein, ceux qui nous écoutent et qui savent peut-être pas forcément ce que c'est, le COFRAC, c'est l'instance d'accréditation qui va venir donc autoriser les organismes certificateurs sur le marché à délivrer la certification Calliope. Donc, l'accréditation, c'est un process qui est très structuré. Il y a plusieurs, sur un cycle d'accréditation, il y a une multitude d'évaluations qui permettent de déterminer si justement l'organisme certificateur, il a bien la compétence, il agit bien en toute impartialité, il bénéficie bien d'une structure qualité conforme, un process de certification conforme et bien rodé. Et là maintenant, il y a un sujet de fond qu'on voit apparaître depuis 2024, c'est la matérialité des audits. Matérialité des audits, c'est quoi? C'est une vraie question. Au final, c'est comme là, tu nous as expliqué avec les financeurs, hein, c'est matérialité de la formation. Est-ce que la formation a bien eu lieu? Nous, demain, on va être contrôlé sur est-ce que, enfin, on l'est déjà, hein, mais le contrôle ira encore plus loin, c'est est-ce que l'audit a bien eu lieu? Est-ce que l'audit a bien duré le temps qu'il aurait dû durer? Et s'il y a un doute auprès du certificateur là-dessus, donc lors de l'évaluation chez le certificateur, il y a des dossiers qui sont échantillonnés, des dossiers d'audit, et là, tac, imaginons, le COFRAC se rend compte, mais là, vous n'êtes pas capable de me prouver que l'évaluation elle a bien duré une journée, ou qu'elle a bien eu lieu. Donc, hop, visite de confirmation, et là, le COFRAC veut retourner chez l'organisme de formation,
Voilà, bah, je suppose dans les mêmes conditions. Non, ça doit être sur site, il me semble, c'est en présentiel. C'est sur site. Alors, il y a Voilà. une petite particularité, c'est que c'est sur site, donc c'est soit dans les locaux de l'organisme de formation, Ouais, et s'il n'a pas de local, ou alors chez le certificateur. c'est au siège social du Donc, certificateur. imaginons l'organisme de formation, il est en Bretagne, ou il est en Guyane, ou je sais pas où. Faut aller. Il faut nous rendre visite au bord du lac de prendre l'avion, Mantua. ouais. Et Il y a intérêt à avoir des locaux. Parenthèse à part, hein, c'est quand même lourd de sens, hein, parce que là, maintenant, on va venir au plus près de l'organisme de formation. L'objectif de la visite de confirmation, en fait, c'est de vérifier si le rapport d'audit initialement émis, pour lequel il y a eu un doute sur la durée de l'audit, il reflète réellement la situation de l'organisme de formation qui sera observé durant cette visite de confirmation. Dans la visite de confirmation, on aura le représentant de l'organisme de formation, on aura un auditeur, on aura un représentant de Certifopac, et on aura un évaluateur du COFRAC, un représentant du COFRAC qui viendra voir comment ça se passe. J'ai retrouvé là, donc c'est le document, c'est un document charté du COFRAC. Ça parlera aux connaisseurs, mais ça on s'en fiche un peu, c'est le CERT CPF REF 46, donc on l'a mis en téléchargement sur le site de Certifopac. C'est accessible publiquement. Voilà, c'est un document public, hein, donc il n'y a pas d'enjeu lié à la confidentialité. En tout cas, il y a un nouveau paragraphe, donc suite à la révision de ce document-là depuis quelques temps. Donc on parle d'évaluation supplémentaire. Et là, en fait, c'est plutôt clair, hein, c'est ce que tu as dit là, c'est en présence d'éléments remettant en cause la réalité ou l'efficacité d'un audit réalisé par l'organisme certificateur, le COFRAC peut déclencher une évaluation supplémentaire chez le prestataire certifié ou candidat ayant pour objectif de vérifier que les rapports d'audit produits par l'organisme de certification sont en cohérence avec la situation du prestataire certifié. C'est quand même lourd de sens. Bah moi en fait si j'ai une chose à dire c'est voilà, vous recevez un plan d'audit avant votre audit et sur ce plan d'audit il y a des horaires d'audit. Bah c'est de vous attacher en fait à les respecter, même si l'auditeur vous dit ah bah tiens on a fini plus tôt, etc. Bah en fait, non. D'ailleurs, tout auditeur qui se respecte, qui connaît la méthodologie de l'audit, hein, selon, alors je vais pas faire référence aux normes, ça c'est pas le but, mais tout auditeur qui se respecte et qui connaît les méthodologies de l'audit dans les règles de l'art, c'est qu'un plan d'audit, on est censé le respecter, voilà, entre l'heure de début, l'heure de fin. Il n'y a pas de compromis. Quand on fait de l'audit qualité ISO 9001 ou dans l'automobile ou dans le médical, c'est pas un sujet. Par contre, dans Calliope, bah forcément, si on en arrive ici, c'est qu'il y a eu des sujets. Voilà, il y a eu des problématiques là-dessus, sur le comportement d'auditeurs qui, en fait, historiquement, n'étaient pas auditeurs non plus, donc qui n'ont pas eu ce goût et cette importance pour les règles de l'art de l'audit. Et ce qui mène aujourd'hui à, on a de la suspicion sur le marché de la formation parce que il y a de la fraude, l'État perd de l'argent sur le marché de la formation. Puis on commence à avoir de la suspicion sur la façon dont l'auditeur mène son audit, et ça devient très grave parce que derrière en fait on se retrouve à être contrôlé dans tous les sens. Voilà, donc les organismes de formation sont contrôlés, nous on est contrôlés, enfin les contrôles c'est normal, mais après derrière voilà on va de plus en plus loin et c'est de plus en plus lourd pour tous les acteurs du maillon. Donc il y a quand même tout intérêt à respecter voilà la documentation, les choses qu'on nous envoie, il y a un contrat, il y a un process, et en fait il n'y a pas de compromis. Voilà, on est dans une certification réglementaire, certification d'État. On fait pas de compromis. C'est pas une certification maison d'un organisme qui vend sa popote. On est loin de ce genre de situation. T'es pas alarmiste, mais en fait, quand tu dis ça, moi je pense qu'il faut aussi faire attention. Toujours pareil, en fait, moi je vois les choses passer sur les réseaux, les accompagnateurs, faites-vous certifier. On n'est pas exactement en 15 jours. Moi, je connais bien l'auditeur et compagnie. S'il connaît bien l'auditeur... C'est qu'il y a un problème déjà. Hein. C'est qu'en termes d'impartialité, il y a un gros problème. Ouais, c'est que tout se sait. C'est que si l'auditeur, en fait, c'est toujours le même pour le même accompagnateur depuis 2 ans, puis en fait, il a fait 300 audits pour le même, à un moment donné, ça va se savoir un jour. Il y a une collusion. Ça va se savoir un jour, et du coup, ça peut donner une suspicion aux yeux du COFRAC, et donc remettre en cause l'audit que vous avez réalisé. Et donc, vous allez vous retrouver un peu embêté, quoi. En fait, le marché, malheureusement, il n'est pas sain à 100%. Et c'est facile de... c'est pareil, pour un organisme de formation, c'est un peu dur parce qu'on a confiance aux acteurs. On se dit, c'est bon, le certificateur, il est accrédité, il est machin, un truc, il va rien m'arriver. Attends, je fais confiance, je fais mon truc. On se rend compte que y a certains... alors, pas chez les certificateurs, hein, mais surtout chez les auditeurs, des fois, il y a des un peu... de la malveillance ou l'appât du gain qui fait que l'organisme de formation il est un peu flouté pendant son processus d'audit, et puis le certificateur il n'est pas forcément au courant aussi. Ça, ce sont des vraies problématiques qu'on retrouverait peut-être pas dans d'autres certifications pour lesquelles les règles de l'art c'est bien appliqué, c'est rodé, tout roule. Et aujourd'hui du coup ça force quand même, comme dit Jimmy, à pas croire le premier venu,
à pas voilà, prendre la première vidéo sur Internet qu'on voit, ah ouais, lui il a raison, c'est facile, c'est machin, c'est truc, c'est ça. Non, en fait, là, faut avoir un peu d'esprit critique, de jugeote, de responsabilité. Et puis parce que derrière, après, ça fait mal quand on se retrouve devant le fait accompli, de dire, mais attendez, vous étiez pas là pendant l'audit alors que c'est obligatoire. Oui, mais j'étais accompagné. Puis en fait, l'accompagnateur, il s'est fait passer pour un gars de ma boîte. Oui, mais ça marche pas. Et puis en plus, ça, c'est une fausse déclaration. Et donc là, faut tout refaire, faut tout machin. Puis votre Calliope, il est suspendu. L'accompagnateur, il est censé être un personnel interne de l'organisme, donc il figure sur l'organigramme. Exactement. Donc si 6 mois après, pour le contrôle du COFRAC ou de la DRED, il n'y a plus d'accompagnateur, il n'y a plus personne. Ça va questionner. Ouais, voilà, et en fait, prenez. Là, il faut quand même prendre ses responsabilités. Il faut être là, il faut être présent. C'est pas le clé en main, ça c'est de la bêtise. Ça. Je vais rester poli, mais faut vraiment se méfier. Quoi. Ce que tu dis par là, je pense qu'on peut aussi on peut conclure là-dessus, c'est que le marché pour toute personne qui est travailleuse, il est accessible. Voilà, quelqu'un qui veut travailler sur le marché de la formation, qui est sérieux. On a des exemples tous les jours. Il peut y arriver. Et nous, je suis très heureux. Ouais, il y a des formateurs indépendants, d'organismes sérieux qui bossent, ils sont tout seuls, ils ont fait leur truc. Mais en fait, c'est comme toute démarche qualité. Si on s'implique pas dedans, ça va pas marcher. Qualité, c'est quoi ? C'est le premier truc, c'est le leadership. Voilà, c'est celui qui est tout en haut. S'il s'implique dedans, la démarche, elle est viable. Voilà. Faut se mouiller. Ouais. Quand on est auto-entrepreneur ou qu'on est micro-entreprise ou autre, si on attend que ce soit un GUS, un prestataire qui fasse toi notre place, puis après quand il est plus là, il y a des contrôles, puis on regarde le contrôleur dans le blanc des yeux comme ça, je savais pas. Après, faut pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment se responsabiliser. Mais ça, c'est tout le monde. C'est pas juste les organismes de formation. Il y a les auditeurs, il y a les certificateurs aussi. Voilà, nous les premiers, on doit aussi renforcer nos pratiques. Si elles sont pas suffisantes, il faut les renforcer auprès des auditeurs. Il faut démontrer que on peut faire des choses quand même qui sont qualitatives et fiables. Mais voilà, derrière, il y en a toujours qui vont chercher à détourner. Et ça. Ouais, non mais. L'enjeu est là où moi je comprends vraiment tous les acteurs du monde de la formation, c'est ceux qui sont découragés parce qu'ils se disent mais c'est pas possible. Là, en fait, on a l'impression de pas s'en sortir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, t'as fini ton audit Calliope, t'as le contrôle de la DRED, après 6 mois après t'as la visite COFRAC, et puis 1 an après t'as la CDC. T'as le machin qui te rappelle, qui te dit mais l'auditeur il vous a dit que des bêtises, il a pas bien noté le dossier. Voilà. Et là, nous, ce qu'on a présenté dans le cadre de cette vidéo, en fait, c'est l'état des lieux de tout ce qui existe. Voilà. Maintenant, on serait presque nous les premiers contents demain s'il y a une réforme du contrôle de la formation professionnelle. Je dis n'importe quoi, mais peut-être tout remettre à plat, supprimer certains trucs qui servent à rien aujourd'hui. Un vrai organe de contrôle globalisé. Un IGFP, une inspection générale de la formation pro. Un vrai truc, en fait, un vrai truc unique où il y a un seul truc de contrôle. Ça peut être une option. Ça peut être aussi l'option de, entre guillemets, muscler Calliope. Donc, tous les indicateurs là qu'on a vus, là, que ce soit sur le D2OF, sur la CDC ou autre, les mettre dans Calliope. Et puis, peut-être avoir un contrôle, mais au moins il est un vrai Calliope, un gros Calliope, mais ne pas avoir d'autres contrôles à côté aussi. Donc, puis ça fait souffler les acteurs aussi. Voilà, puis ça permet de laisser quand même le marché se développer, parce que trop de contrôle, ça peut aussi freiner et limiter le développement économique. Donc il y a plein de choses, mais après c'est sûr que. Après voilà, comme tu dis, on n'est pas là pour débattre, on est là pour faire un état des lieux aussi des choses. En tout cas, on espère que cette vidéo aura été instructive. On se retrouvera prochainement pour on se retrouvera en fonction des évolutions qu'il y aura. Vous êtes très nombreux à nous suivre maintenant sur les réseaux. N'hésitez pas, parce que certains ne le savent pas encore ça, mais il y en a plein qui nous disent chouette, moi j'aime bien Certifopac, je vois les vidéos et votre site web, il y a plein d'infos sympas et autres. Vous pouvez transférer à tout moment votre Calliope chez Certifopac. Non mais on en profite aussi un petit peu pour faire de la pub, mais c'est important. Un transfert de certification, c'est gratuit. On envoie un mail à l'ancien certificateur pour qu'on reprenne votre dossier. C'est en toute impartialité, qui se font de façon très fluide. Ouais, c'est en toute impartialité. C'est fait dans les règles de l'art. Ça permet d'avoir accès à nos outils, à Apollo, à nos supports d'information. Notre process de travail qui est différent, qui est en fait entièrement automatisé. Et c'est sûr que cette réduction des flux aujourd'hui, dans un monde où on cherche à gagner du temps de façon systématique, la réduction des flux, elle permet d'avoir un processus de certification plus efficace. Voilà, qui coule de source, qui se déroule, on sait où on en est, à quelle étape. On a une interface d'échange et de travail
Ce qui n'empêche pas le fait de pouvoir s'appeler ou communiquer par mail, bien entendu. Mais derrière, voilà, on a une centralisation, on n'a pas de choses volantes, d'échange de pièces jointes, de je ne sais quoi. Et là-dessus, la digitalisation, elle apporte vraiment des choses, de l'efficacité, de la performance dans toute cette démarche. Merci en tout cas Tanguy pour tes questions. Et puis Avec on plaisir. reste disponible, que ce soit sur Apollo avec vos chargés d'affaires bien sûr, que ce soit par mail ou via le site. Voilà. Merci beaucoup. Merci.